Bienvenue à Repères de mémoire, une nouvelle série de 12 émissions présentées par la Société d'histoire de Drummondville conjointement avec Cogeco Cable. Repères de mémoire porte en sous-titre, vous l'avez remarqué, la mention Drummondville 1815-2000. C'est donc que nous allons retracer certains éléments de l'histoire de Drummondville, d'où bien sûr le nom de la série Repères de mémoire. En fait, ce que nous allons retracer, c'est l'histoire de ce qui s'est passé au 19e siècle, de ce qui s'est passé au 20e avec, bien sûr, le développement industriel du début du siècle. On va parler de la période de guerre, on va parler de cette époque où le textile dominait toute la vie ici à Drummondville. En somme, à la fin de cette série, vous aurez tout ce qu'il faut, en principe, pour vous y repérer. Alors pour l'instant, retournons quelque chose comme 200 ans en arrière pour voir là où tout a commencé. Des Autochtones ayant vécu ici avant l'arrivée des Européens, l'on ne sait vraiment peu de choses, si ce n'est que le territoire où s'implantera Drummondville n'a somme toute été pour eux qu'une terre de passage. Chassés d'Acadie par les colons nord-américains, de même que de la Nouvelle-Angleterre, les Amérindiens n'ont pas vraiment séjourné dans notre région, se bornant à emprunter la rivière Saint-François dans leur déplacement des Appalaches au sud jusqu'au fleuve Saint-Laurent et dans les Laurentides au nord. Vivant de cueillette, de chasse et de pêche, ils ont utilisé la rivière Saint-François comme chemin qui marche. Et ce chemin est devenu pour eux l'élément fondamental duquel ils tiraient à peu près toute leur subsistance. Sous le régime français, les Européens n'ont pas vraiment exploré les terres de la région. Il faudra attendre l'arrivée des Anglais, c'est-à-dire lorsque les Britanniques s'installeront ici. Et à partir de 1773-74, très précisément d'ailleurs en 1774, le gouverneur Haldimand a dépêché sur les lieux des arpenteurs pour reconnaître la région. Et en 1779, un de ces arpenteurs est venu et par la suite a produit un rapport tellement élogieux vantant les mérites d'une chute où on pourrait très facilement construire un moulin à scie. Cette chute que l'on connaît bien sûr aujourd'hui, ce sont les rapides de Spicer. Eh bien, quand Haldimand a reçu ce rapport, lui-même est devenu tellement enthousiaste à son tour qu'il aurait demandé aux forges de Trois-Rivières de produire les fers nécessaires à la réalisation d'un moulin à scie. Il semble toutefois que le projet de moulin ne s'est pas concrétisé tel que prévu au départ. En 1783, le roi George III demanda qu'on fasse l'arpentage des terres de la région ici dans le but de recevoir d'éventuels loyalistes américains qui voudraient venir s'y établir. Mais en fait, ce ne sera qu'à partir de 1792 que l'on commencera vraiment l'arpentage et la subdivision de ce que l'on appellera les Eastern Townships, pour les mieux distinguer de ceux que l'on délimitera plus à l'ouest dans le Haut-Canada. Les townships de notre région seront, quant à eux, ouverts à la colonisation au tout début du 19e siècle. Ce sera la guerre de 1812 qui sera le déclencheur finalement de la colonisation des townships. En effet, après la guerre en question, les Anglais ne savaient pas trop quoi faire avec leurs militaires et ils ont décidé de jouer d'une pierre deux coups. Une historienne de la région, Mme Marie-Paul Labrec, que nous avons récemment rencontrée, nous explique d'ailleurs que autour de 1815, la situation économique en Angleterre était à ce point détériorée que là, les autorités ont décidé de jouer d'astuce. Il y a des mutations considérables à ce moment-là en Europe. C'est la fin des guerres de Napoléon. Il y a des crises économiques parce que l'industrie de guerre a cessé, ainsi de suite. Alors, on décide de laisser des soldats qu'on a amenés pour finir cette guerre avec les États-Unis et on décide de leur donner des terres. Maintenant, on va leur donner des terres, non pas dans les seigneuries, qui sont déjà occupées considérablement, et on jette un coup d'œil sur notre région, les cantons de l'Est. C'est au major Frédéric George Hériot, qui avait été commandant en second d'un détachement des voltigeurs lors de la guerre avec les États-Unis, que l'on confie la tâche de diriger le futur établissement à fonder dans les townships. Originaire de l'île Jersey, l'une des îles anglo-normandes sises au large des côtes françaises, il y a appris le français, ce qui, à l'évidence, lui donne un net avantage sur la plupart des officiers britanniques. Et c'est Hériot qui est choisi parce que, dans mon opinion, c'est que nous sommes aux confins des seigneuries et au commencement des cantons. On veut y installer des soldats
qui sont licenciés. Par contre, dans ça, il y a des Suisses qui parlent français et il y a aussi des voltigeurs qui ne sont tout de même pas en grand nombre ici parce qu'ils avaient déjà leur paroisse et on sait très bien quelles étaient leurs origines. Alors, à ce moment-là, c'est le gouverneur Prévost, à ce moment-là, qui décide de cette installation sur les ordres qui lui sont venus de Londres. Pourquoi il choisit Hériot? C'est probablement parce que dans une colonisation militaire, il faudra un commandant qui soit plein d'énergie, qui a beaucoup de ressources, ce qu'il a démontré dans son affectation au moment de la guerre de 1812. Cependant, le gouverneur Prévost est bientôt rappelé à Londres. C'est Gordon Drummond qui le remplacera et c'est lui qui donnera ses ordres de mission à Hériot. Et lui enjoindra de venir ici même, très précisément, pour fonder un établissement militaire et agricole. Il y a toujours eu une controverse sur la date de la fondation de Drummondville. Pendant longtemps, on a dit que c'était le 14 avril. Mais comme on nous a fait remarquer, les glaces, et à cette année-là, les glaces sont parties très tard. Alors, ce serait surprenant que le groupe des colons soit arrivé à ce moment-là. Mais c'est fort, on croit qu'il est venu, d'ailleurs, il y a une correspondance qui l'atteste, ils sont venus regarder les lieux où on pouvait s'installer. On avait, à ce moment-là, une préoccupation importante, c'était de trouver des pouvoirs d'eau pour pouvoir installer des moulins. Si vous n'avez pas de moulin à scie, de moulin à farine, vous allez manquer très rapidement d'éléments absolument nécessaires à votre colonisation. Alors, on savait qu'il y avait ici cette chute importante, la chute Lord, qu'on a très souvent traduit comme la chute du Seigneur. Alors, un groupe est venu faire une reconnaissance. Ensuite, vers le mois de mai, d'autres militaires sont venus. On peut se demander par quel chemin, soit par la rivière, mais jusqu'à Saint-Joachim de Courval, ça va très bien. Il y a un portage à faire à Saint-Joachim parce qu'il y a un rapide, où d'ailleurs un moulin avait été établi. Et ensuite, on peut remonter encore jusqu'au pied ici là, des rapides. Mais il y avait aussi une route ancienne qui partait de la baie du Fèvre, enfin des anciennes paroisses, comme on les désignait, et qui suivait la rive nord de la rivière Saint-François et qui se rendait à Sherbrooke et de là qui faisait des liens avec Boston. Et c'est de cette façon que les courriers circulaient. Quand on ne prenait pas la route de Richelieu pour New York, mais celle de Boston était plus courte. Alors, ils sont venus dans des circonstances difficiles de transport, parce qu'il faut penser qu'ils devaient apporter beaucoup de matériaux et de provisions avec eux. Ils ont érigé quelques édifices temporaires, ce qu'on a appelé les baraques, les hangars du roi, et dont le site est connu. Disons que c'est en arrière de l'Union-Vie, où il y avait même une place d'armes, où on avait édifié un hangar, un hôpital, et très rapidement, on a construit une école. Cette bâtisse de l'école servait de lieu de réunion, et elle servait aussi pour l'église anglicane. Je ne pourrais affirmer qu'il y ait eu des réunions pour des offices des catholiques. Donc, à l'été de 1815, Drummondville est un fait acquis. Et c'est précisément dans ce secteur de la rue Hériot que Ballet présenta à la caméra que tout a commencé. Une naissance qui, à tout prendre, ne fut pas trop difficile. Bientôt, les affréteurs de navires s'empressent de publier en Angleterre des placards publicitaires où, pour attirer les gens ici, l'on ne se gêne pas d'affirmer que les voies d'eau, le climat et les qualités du sol font de Drummondville un endroit rêvé pour émigrer. Quant aux autorités anglaises, elles plaident en plus que dans les Eastern Townships, les immigrants britanniques ne seront pas du tout dépaysés, puisqu'ils retrouveront un paysage fort semblable à celui qu'ils connaissaient déjà dans plusieurs régions d'Angleterre. Et là, il faut admettre que l'argument est réel. En effet, la région ne manque pas de sites enchanteurs, tel ce joli méandre que la rivière Saint-François a sculpté dans les hauteurs des townships de Durham et de Kingsley, au bord duquel, d'ailleurs, un premier squatter loyaliste nommé William Cross n'avait pas attendu d'invitation pour venir s'installer, et ce, dès 1801. C'est d'ailleurs à travers cette pittoresque région vallonnée
typique des premiers contreforts des Appalaches, que l'on a tracé la première route vraiment digne de ce nom, la route des commissaires, qui, à partir de 1831, relia Drummondville à Sherbrooke. Aujourd'hui encore, entre Alverton et Richmond, on retrouve, chemin faisant, certains vestiges de l'infrastructure de pierre qui supportait cette route. Sans conteste, le chemin des commissaires traversait effectivement ce qui est encore et toujours la plus belle des régions, Saint-Turan-Drummondville. En fait, si la publicité vantant les mérites de la région appalachienne n'était pas surfaite, on ne peut en dire autant cependant de celle des armateurs, qui faisaient de Drummondville une région quasi paradisiaque aux richesses naturelles multiples. Au moment de cet établissement, la météorologie a été unique et c'est maintenant documenté et ça a duré presque 2 ans. On sait qu'il y a eu de la neige au mois de juin. Le fleuve n'était pas libre encore avant le mois de mai. Les récoltes n'ont rien donné et même au début de 1816, on a ressenti cette calamité. Drummondville, je dis souvent que Drummondville a survécu envers et contre tout. Et c'est que ces militaires qui venaient s'installer dans le milieu de ce pays sauvage encore, n'étaient pas des cultivateurs, n'avaient pas l'habitude de faire ces travaux qui consistaient à abattre des arbres, à labourer, à enlever les roches et ainsi de suite. Alors, c'était extrêmement difficile et c'est pour ça que la colonie a subi des revers assez rapidement. Bien sûr que dans cette colonie militaire, une des conditions qui adoucissait un peu le sort de nos gens, c'est que les rations militaires, on leur donnait des rations d'aliments. Mais par contre, le travail lui-même devait s'accomplir. Et nous avons des récits, par exemple, qui nous parlent de l'assainissement parce qu'il y avait des parties marécageuses. Et les moustiques. Les moustiques, on disait qu'il y en avait pour chaque heure de la journée. Il y avait le matin les maringouins, ensuite il y avait les mouches noires, ensuite il y avait les mouches à chevreuil en fin de journée, ainsi de suite. Alors ce sont des misères qui nous semblent insignifiantes, mais que si vous les subissez 24 heures par jour, et ensuite être coupé de tout, il n'y avait pratiquement pas de service médical, il fallait faire venir le médecin de l'armée de Sorel. Et les biens de consommation, les choses nécessaires, faire la cuisine dans des conditions comme ça, quand on n'a que des feux ouverts, que des foyers, faire moudre le grain quand on réussit à en récolter. On a des récits qui nous racontent qu'il fallait se rendre à pied jusqu'à Pierreville avant que les premiers moulins soient en fonction. Alors, c'était une difficulté de tous les jours et par des gens qui n'avaient pas d'expérience. Alors, bien sûr, on parle de la misère des colons, mais cette misère était physique souvent, mais elle était aussi morale et elle était aussi spirituelle. Quelles ont été les infrastructures, s'il est vrai qu'on puisse parler d'infrastructures à ce moment-là, sur la question des églises, des diverses confessions religieuses? Oui, vous avez raison. Dans cette misère générale, la seule soupape et le seul secours qui venait, c'était du côté spirituel. Et immédiatement, on a obtenu l'aide de l'évêque de Québec, l'évêque catholique, et aussi des chapelains anglicans de l'armée pour commencer. Et ensuite, un pasteur qui est arrivé ici en permanence. Et les deux paroisses, les terrains pour construire ces édifices religieux ont été donnés par encore le major général Hériot, et dont les deux prénoms étaient Georges et Frédéric. Et c'est ainsi que nous avons la paroisse Saint-Georges et la paroisse Saint-Frédéric. Alors, ces missionnaires ont été extrêmement dévoués, ont apporté autant de consolation morale et aidé beaucoup nos colons. Et avec eux, d'autres personnes aussi sont arrivées. Il fallait des marchands,
Il y avait quelques fonctionnaires qui accompagnaient Hériot parce que, étant donné que c'était une entreprise organisée, alors ces personnes-là ont aussi joué un rôle important comme conseillers, ensuite ils offraient aux gens des biens dont ils avaient besoin. Je pense au marchand Jacques Admar. Nous avions aussi des artisans, des boulangers, des cordonniers, des selliers, et c'est ainsi que tout le milieu, le vieux centre de ce vieux Drummondville s'est animé. Et ensuite, la présence de différents groupes. On ne se rappelle pas assez que tout le monde est arrivé en même temps ici. Bien sûr, il y avait les officiers anglais britanniques, mais il y avait dans ces soldats, nous avons eu des Européens dont les familles ont laissé encore des descendants dont nous voyons les noms souvent, que nous rencontrons même amicalement à certaines occasions. Et également, nous avons eu de ces immigrés irlandais chassés par la famine d'Irlande, et nous avons eu des Canadiens français rapidement. Dans les premiers recensements que nous avons, en autant qu'on puisse s'y fier, on voit immédiatement que le nombre de catholiques dépasse le nombre des autres confessions. Alors, c'est une indication immédiatement, je comprends que nous avons des Irlandais catholiques, quelques-uns, mais c'est immédiatement une indication que l'élément francophone de nos seigneuries sont arrivés assez rapidement dans Drummond. L'arrivée aussi nombreuse de catholiques dans la région ne doit cependant pas faire illusion. Ces gens étaient pauvres, et ce n'est que grâce à Hériot qui leur fournira les terrains requis qu'ils pourront construire une petite église en bois en 1822, une petite église toute simple, mesurant 10 mètres sur 30, dont on peut voir une réplique d'ailleurs au village québécois d'antan. Le fait est que la petite communauté eut beaucoup de mal à assurer sa survie. Aussi, si l'on a pu dire que la paroisse Saint-Frédéric a été la paroisse mère d'à peu près toutes les autres le long de la rivière Saint-François, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une mère nourricière qui n'était pas très riche. Bien sûr que Saint-Frédéric est la mère de toutes les paroisses de la vallée du Saint-François. Et ce n'est pas sans difficulté. Et remarquez que cette paroisse n'est érigée canoniquement qu'en 1858, ce qui est assez tardif, et que tous nos curés ont porté le nom de missionnaire seulement. Parce qu'on croyait que le droit français n'existait pas dans les cantons de l'Est, donc que l'Église catholique n'y avait aucun droit. Mais la survie de Drummondville a été toujours extrêmement précaire, au point qu'à un moment donné, on a songé à quitter Grantham, quitter le site de Drummondville et d'aller s'installer à Saint-Germain plutôt, dans le 7e rang. Et Monseigneur l'évêque disait « Oh, ça ne sera pas une grosse perte ». Alors vous voyez quelle était l'estime qu'on avait pour ce site de Drummondville. Et c'est le curé d'Orion qui écrit dans les années, justement dans ces années 1850, qu'il ne peut percevoir la dîme, qu'on ne lui donne rien pour vivre, que sa voiture tombe en ruine, son cheval n'est pas vaillant et qu'il n'a même plus de montre. Alors, et on a même obtenu la permission de ne pas laisser la lampe du sanctuaire allumée entre les dimanches parce qu'on n'a pas les moyens de payer l'huile. Alors, est-ce possible? C'est vous-même qui avez déjà écrit, entre autres choses, qu'à un moment donné, on a conscrit littéralement un notaire à qui on a dit « va faire signer des contrats à nos ouailles, comme quoi il s'engage à bien payer la dîme annuellement, et que ce notaire-là, au bout d'un certain nombre de mois de travail, se plaint lui-même de travailler, de ne recevoir aucun salaire pour le faire. Alors lui-même crie famine à un moment donné. Tout à fait. Et c'était cette difficulté de tous d'arriver à obtenir une vie, même une vie matérielle tout simplement convenable. Par ailleurs, il faut aussi penser que le territoire de Drummondville est très inégal en valeur. Mais nous étions installés sur une source extraordinaire qui était notre richesse hydraulique.
et qui va permettre d'ailleurs la construction de moulins. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. La vie n'était généralement pas plus tendre envers les anglophones. Cela dit, c'est surtout chez eux que l'on retrouvait les gens les plus à l'aise. Un fait parmi d'autres en témoignera. Dès 1855, soit à peu près au même moment où le missionnaire catholique songeait à plier bagages, la communauté protestante anglaise trouvera les moyens d'ériger une solide église de pierre qui, depuis lors, veille fièrement sur le tombeau du fondateur, Frédéric George Hériot. Mais en 1880, l'établissement des forges va commencer à donner une sorte d'élan industriel. Établissement des forges, dans le fond, qui est beaucoup redevable à l'arrivée du premier chemin de fer dans notre coin, dans le fond, oui. Parce que ça a permis, évidemment, de faire le lien entre les grands axes commerciaux, parce que le chemin de fer, jusqu'aux années 1870, nous avait littéralement boudé, nous, ici à Drummondville. C'est-à-dire que, par exemple, votre paroisse d'aujourd'hui, où vous vivez, a eu le chemin de fer dès les années 1848-49 ou dans ces... Oui, les premiers convois sont arrivés en 1850 dans notre patelin d'Actonville et ensuite Richmond, Sherbrooke et jusqu'aux États-Unis. Actonville, Richmond, Sherbrooke, et tout cela dès 1850. Alors que, on l'a déjà dit, il faudra attendre jusqu'en 1871-72 avant qu'un premier chemin de fer ne fasse son apparition à Drummondville. Il s'agissait du Richelieu, Drummond and Arthabaska Counties Railway. Il devait ensuite se rendre jusqu'à l'avenir. Et de là, on espérait se rendre à Melbourne afin de faire la jonction avec le Grand Tronc. Et au début, cette ligne, c'était un chemin à lisse de bois, recouvert d'une lame de métal, mais ça n'a pas duré bien longtemps, bien sûr. Le Richelieu, Drummond and Arthabaska Counties Railway passa très vite aux mains du South Eastern Railway. Très vite aussi, les nouveaux propriétaires changèrent les lisses de bois et construisirent une ligne jusqu'à Sutton. C'était un début de désenclavement de la région de Drummondville. Une tentative louable, quoique fort timide. Le développement de Drummondville a été vraiment freiné par ce manque de communication et les routes. On n'a pas eu de route avant 1930. Alors, on a parlé précédemment que les forges McDougall se sont installées finalement en 1880. C'est un peu une espèce d'essor de Drummondville ou de la petite communauté. Parlez-nous donc des forges McDougall, justement. Bien, ces forges s'installent à Drummondville. Bien sûr que le train est un atout, le chemin de fer. Mais aussi, c'est qu'il y a du fer qu'on peut exploiter dans la région. Et c'était de l'autre côté, ce qu'on dit toujours, nous, les gens de Drummondville, de l'autre côté de la rivière, c'était dans Simpson. Et où on transportait, on ramassait ce fer qui était presque à fleur du sol, ce qu'on appelle du fer limoneux. Et pendant longtemps, on a utilisé cette ressource. Il y en avait aussi un peu dans Wickham, il y en avait un peu partout, et on a utilisé cette ressource-là. Maintenant, et aussi, c'est qu'il y avait du bois. On chauffait les hauts fourneaux avec le bois pour faire fondre, qu'on transformait en charbon de bois et ensuite qui alimentait les hauts fourneaux. Alors, on est venu chercher du bois, on a pris du bois autour dans Wickham, on s'est rendu, et là encore, on pouvait le transporter sur le chemin de fer qui se rendait jusqu'à Acton. Alors, ces conditions font que cette industrie peut s'installer. On expédiait le fer, là encore, par le chemin de fer, jusqu'à Acton. C'était transbordé sur le Grand Tronc et de là à Montréal. C'est effectivement en 1888 que Drummondville va vraiment devenir ville, c'est-à-dire dans les statuts officiels, n'est-ce pas? En effet, Drummondville, à ce moment-là, atteint la plénitude des institutions municipales pour cette époque. Et il faut dire que pendant longtemps, le conseil de canton, qui avait été formé en 1855, avait été la seule forme d'administration. Et même dans les anciens recensements, on retrouve canton de Grantham et village de Drummondville, mais qui n'est même pas, à ce moment-là, un village qui ne le sera qu'en 1874.
Et l'année suivante, nous avons l'arrivée des Sœurs de la Présentation, ce qui va donner beaucoup de prestige à la ville, un couvent de religieuses, même vis-à-vis les anglophones, c'est très bien vu. Donc, Drummondville, vraiment, là, prend ses véritables assises à partir de cette période-là. Et 1890 va voir maintenant des initiatives qui vont amener là, un développement durable. Tout de même, le développement économique continue. Toujours autour du même secteur, Hériot, Brock, et jusqu'à la rue Marchand, que nous avons connue, qui était à ce moment-là la rue du Couvent. Alors, au moment où on voit Drummondville poindre le nez, je dirais, à la fin du 19e siècle, avec une certaine fierté méritoire d'ailleurs, la ville est frappée par 2 incendies majeurs, n'est-ce pas? Oui, Drummondville a connu des épreuves importantes. Et c'est cette petite municipalité qui n'est pas très étendue. Alors, vous comprenez que les risques de conflagration sont là. Ce sont des maisons de bois. C'est un peu caractéristique pour Drummondville que c'est surtout des constructions en bois. L'église même sera incendiée, alors ce qui va mettre un fardeau très lourd sur la population pour remplacer les institutions. On les a vus reconstruire et on a vu tout de même la vie économique reprendre dans ce secteur. Ces gens ont eu beaucoup de courage et n'ont pas fui leurs responsabilités. Je pense que c'est toujours une caractéristique de Drummondville. Ainsi donc, au 19e siècle, la vie à Drummondville n'a pas du tout, mais pas du tout, été un jardin de roses. Madame Labrec vient de nous le prouver à l'évidence. Il faudra attendre au tournant du siècle, c'est-à-dire au début des années 1900, pour voir vraiment un horizon meilleur se profiler. Et cela, ce sera dû à l'arrivée ici, à Drummondville, d'une entreprise qui gouvernera pour bon nombre d'années la vie quotidienne des Drummondvillois. Alors, à notre prochain rendez-vous, on étudiera plus spécifiquement l'importance de cette entreprise. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. La fin du 19e siècle ne sera pas de tout repos pour les gens de Drummondville. Mais heureusement, avec l'arrivée de 1900, des années 1900, on sent un nouvel élan qui est imprimé de la part des industriels, des commerçants, des hommes d'affaires locaux.
Mais cet élan, il est d'abord et avant tout donné par l'arrivée ici d'une entreprise, la Southern Canada Power, qui va construire 2 barrages et qui va se mettre à produire de l'électricité. Et qui surtout va se mettre à rechercher et à faire venir ici des entreprises qui vont consommer cette électricité et qui donc vont rentabiliser sa production. Mais avant d'entrer de plein pied dans cette partie du 20e siècle, faisons un bref retour sur la fin du 19e siècle. Nous l'avons vu lors de la précédente émission, c'est seulement dans les dernières décennies du 19e siècle que Drummondville a commencé à manifester certains signes de vitalité. Encore qu'il se soit trouvé des gens au cours des années 1870 pour prédire un plus brillant avenir à une petite agglomération née de l'implantation sur la rive droite de la rivière Saint-François d'une scierie et d'une tannerie. Il faut dire que les 2 entreprises étaient toutes 2 florissantes au début de leur exploitation, la scierie produisant en 1875 2 millions de pieds de bois et la tannerie quelques 400 tonnes de cuir. Situé dans le township de Simpson, juste en face de Drummondville, le village de la tannerie, comme on l'a appelé communément, mourra pourtant avant la fin du siècle avec la disparition des entreprises qui l'avaient engendré, ne laissant que des ruines éparses dont on ne trouve plus trace aujourd'hui. Au cours des belles années du village de la tannerie, encore et toujours on traversait la rivière à la hauteur du chemin Saint-Georges, à l'aide d'un bac ou de frêles embarcations. Les noyades étaient chose courante. Et ce ne sera finalement qu'en 1885 qu'un pont d'acier plus solide sera enfin érigé plus en amont, à l'endroit même où se situe aujourd'hui le pont Curé-Marchand. Sa construction sera accueillie avec la plus grande satisfaction par les résidents de la Rive-Nord, au premier rang desquels figurait Robert James Miller, propriétaire d'une jolie maison érigée aux abords du pont et qui est toujours fidèle au poste aujourd'hui, habilement restaurée par ses propriétaires actuels. On le sait, c'est l'arrivée d'un premier chemin de fer en 1871 qui marqua le timide début de désenclavement de Drummondville. Venant de Sorel par Yamaska, Saint-Guillaume et Saint-Germain, le chemin de fer de la compagnie Richelieu Drummond and Arthaska Counties Railway entrait à Drummondville en traversant du sud au nord le parc industriel actuel, virait brusquement à droite pour franchir la rivière Noire, rebaptisée depuis rivière Saint-Germain, traversait le chemin du 3e rang, le boulevard Saint-Joseph d'aujourd'hui, longeait les rues Hébert et Dorion actuelles, puis à la hauteur de l'actuelle voie du CN, obliquait vers le sud en se divisant en 2 embranchements. L'un se dirigeant vers l'avenir, que l'on appellera la petite ligne, et qui ne sera partiellement en opération que de 1882 à 1894. L'autre, devenu propriété du Southeastern Railway, puis du chemin de fer du Canadien Pacifique, se dirigeant résolument vers Wickham, Actonville, Waterloo et Sutton. Responsable en bonne partie de l'installation ici des forges de la John McDougall & Company, le Southeastern Railway fut rejoint quelques années plus tard par le Drummond County Railway, qu'avaient fait construire des marchands de bois de la région pour pouvoir mieux écouler leur production. Partant de Sainte-Rosalie près de Saint-Hyacinthe, où il s'arrimait au Grand Tronc, ce chemin de fer se rendait jusqu'à Nicolet, en passant par Drummondville et Saint-Léonard, et nécessitant ainsi la construction sur la rivière Saint-François d'un pont d'acier qui, solidifié depuis, existe toujours aujourd'hui. Plus tard, un embranchement le mena jusqu'à Charny et il devint alors partie intégrante du réseau de l'Intercolonial. Dans les années 1880, une scierie était opérée par Henri Vassal sur la rive gauche de la rivière, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le parc Sainte-Thérèse. Elle expédiait ses produits par chemin de fer aussi bien vers Québec que vers Montréal. Dans un même souci d'utiliser au mieux l'énergie hydraulique, un barrage avait été érigé sur la rivière aux Chutes-Lourdes
et une première usine réussissait à fournir l'énergie électrique à Drummondville. De même, un premier réseau d'aqueducs avec des canalisations de bois puis de fer avait commencé à desservir la petite communauté. Des entreprises manufacturières ont aussi fait leur apparition. Quelques-unes auront du succès, comme par exemple la fabrique de voitures Pépin, installée à l'intersection des rues Cockburn et Lindsay, et qui disparut vers 1930, lorsque la voiture automobile remplaça définitivement la voiture hippomobile. Mais en tout état de cause, manifestement, Drummondville s'équipait lentement mais sûrement pour mieux entrer dans le 20e siècle. À notre tour maintenant d'entrer de plein pied dans le 20e siècle en reculant de 100 ans. Le mouvement amorcé à la fin du 19e siècle va aller s'accentuant au début du nouveau siècle. Et on assiste à une importante mutation dans la nature même des entreprises. C'est-à-dire qu'on passe graduellement de la fabrique plus ou moins artisanale à l'usine de plus grande envergure. Ce seront pour plusieurs encore des entreprises à durée très éphémère, telle la manufacture d'allumettes Improved Match Factory, qui opérera de 1905 à 1922, ou telle la manufacture de pince à linge de Mers Clothespin, située sur la rue des Forges, entre les rues Brock et Lindsay, ou telle enfin la Drummond Shirt, une fabrique de chemises qui, installée sur la rue Saint-Jean, sera relayée en 1919 par la H.W. Cossard, une manufacture de corsets, puis par la Dominion aux Airways. L'une de ces entreprises éphémères aura pourtant le temps de connaître un développement considérable. Il s'agit de la manufacture de chaussures Charbonneau, érigée non loin des forges McDougall sur les bords de la rivière Saint-François, et qui, devenue la Hobie Shoe, emploiera un temps jusqu'à 300 ouvriers. Or, ce ne sera que pour quelques années seulement, puisque le 24 février 1914, elle sera malheureusement détruite en partie par un incendie, ce qui lui assènera un coup fatal. De nouveaux propriétaires essaieront bien de la relancer sous le nom de Drummond Shoe Limited, mais leurs efforts ne permettront d'assurer sa survie que pour 2 autres années encore. En ce qui concerne les forges McDougall, on avait beaucoup espéré au début du 20e siècle qu'elles puissent se développer. Mais il en ira en fait tout autrement. C'est-à-dire que très tôt, à partir de 1908, elles cessent pratiquement toute activité et fermeront définitivement leurs portes en 1911. Mais il existait une entreprise qui, elle, manifestera beaucoup plus de dynamisme. Une entreprise qui va réussir à passer le temps et même toutes les difficultés. Il s'agit de la compagnie industrielle de Drummondville, que l'on peut voir derrière moi, et qui est une fonderie fondée dans les années 1880, qui deviendra plus tard la fonderie Drummondville Limitée et ensuite la compagnie J.A. Gosselin Limitée. En fait, un désastreux incendie avait pratiquement rasé l'entreprise en 1902. Mais son propriétaire ne se laissera pas décourager et saura relever les manches pour l'asseoir sur des bases solides, lui permettant dès lors de se développer sans cesse et de rester bien vivante pour près de 70 ans encore. Mais c'est en 1915 que l'on assistera au premier grand boom économique dans la région, avec l'installation ici, au sud-est de Drummondville, d'une entreprise de poudre à canon. Tirant sa raison d'être de la Première Guerre mondiale, cette entreprise ne sera finalement qu'une entreprise champignon, dans la mesure où elle devra fermer ses portes, bien évidemment, lors de la signature de l'armistice en 1918. Mais les quelques années où elle aura été ici seront suffisantes pour que cette entreprise imprègne très profondément la vie et le paysage drummondvillois. Une historienne, Mme Yolande Allard, qui se penche depuis plusieurs années sur l'évolution industrielle de Drummondville, va nous parler de cette entreprise. On est en 1915 quand on annonce l'ouverture de cette usine-là, ou l'arrivée de cette usine-là à Drummondville. C'est les fêtes du 100e anniversaire de la fondation de Drummondville. Et la guerre est déjà engagée en Europe depuis 1 an. Les Américains, une compagnie américaine qui s'appelle Aetna Chemical, a déjà 5 usines de production d'explosifs et aussi de munitions aux États-Unis. Alors, elle a aussi un bon de commande, des bons de commande absolument faramineux, sauf qu'ils ont une commande du tsar Nicolas II, donc du gouvernement russe, pour de la poudre à canon.
Et en 1915, les États-Unis n'ont pas encore pris la décision de quel côté là, ils vont s'engager pendant le conflit et s'ils vont s'engager, effectivement. Alors, cette compagnie américaine-là se dit, bien, il faut qu'on joue prudemment, puis ça pouvait leur servir pour d'autres commandes, j'imagine, éventuellement. Alors, ils décident d'ouvrir une usine au Canada. Et au Québec, finalement. Et pourquoi au Québec puis à Drummondville, je peux écouter, c'est, à mon avis, là, au point où j'en suis rendue dans la recherche, je pense qu'il y a eu un homme qui a joué un rôle clé, et c'est le curé Tétrault. Alors, le curé Tétrault, quand il est arrivé à Drummondville en 1910, il avait déjà été vicaire dans une paroisse de New York. Et c'était un homme extrêmement entreprenant. Il y a bien d'autres choses dans notre histoire qui nous rappellent que le curé Tétrault, c'était un homme très entreprenant. Alors, il voulait vraiment apporter à Drummondville tout le progrès économique souhaitable. Drummondville, il y avait seulement 2000 habitants, puis c'était dans une période assez grise de l'histoire économique de Drummondville. Mais le curé Tétrault avait gardé des liens, c'est certain, avec des financiers de New York. Et donc, probablement qu'il a su les convaincre que Drummondville était le bon endroit. Évidemment qu'à Drummondville, on avait déjà 2 voies ferrées qui desservaient Drummondville. On avait la rivière Saint-François. Il y avait un bon potentiel hydraulique qui vaut plus ou moins dans le projet de la poudrière, parce que d'une part, l'électricité, ils la font avec du charbon sur le site. Donc, ils ne servent pas du pouvoir hydraulique qu'il y a dans la rivière Saint-François. En 1915, il n'y a pas de centrale de construite, ni celle des Chute-Lord, ni celle de Hemming. Il y a une toute petite centrale qui dessert Drummondville pour quelques bougies seulement. Alors, aussi, il n'y avait pas d'eau potable en quantité suffisante. On va le voir au cours de l'histoire de la poudrière. Alors, j'imagine que, bon, il y a un bon bassin de main-d'œuvre. Entendons-nous, 2000 personnes, c'était pas extraordinaire comme bassin de main-d'œuvre. Mais finalement, il s'installe ici à Drummondville. Et en quelques mois, en un mois, ils construisent une usine gigantesque. Une usine, il y a 140 bâtiments. On ne connaît pas la taille de tous les bâtiments, mais je sais, entre autres, que le bâtiment où il y a le gros accident en 1916, il a les dimensions à peu près d'une grosse grange étable. Alors, sur 2 niveaux, c'est des bâtiments qui ont beaucoup d'ampleur. Donc, dans 9 mois, ils construisent les bâtiments de la poudrière. 9 mois où ils engagent presque exclusivement des gens ici, des alentours. Donc, il y a des gens de l'Avenir, de Saint-Félix-de-Kingsley, de Saint-Germain, Tous les jours, ils viennent avec leurs attelages, avec leurs chevaux. Ils aussi fournissent leurs chevaux. Puis, ils viennent travailler pour construire la poudrière. 9 mois après l'annonce officielle de cette entreprise-là, de Aetna Chemical, on est prêt à faire la première commande, à remplir la première commande, à faire, je dirais pas toutes les opérations qu'ils feront par la suite, mais une bonne partie. Alors, la main-d'œuvre, par contre, d'ici n'est pas suffisamment nombreuse. Bon, d'une part, parce que les cultivateurs, quand la belle saison arrive, bon, ben, ils font faire leur semis, et puis la même chose à l'automne, ils font leur récolte. Ils ont un caractère un peu plus indépendant. Alors, ils font appel à des gens, des immigrés qui arrivent au Canada, souvent assez démunis financièrement, puis qui avaient comme projet de s'en aller vers l'Ouest, mais ils n'ont même pas l'argent, ils n'ont même pas les sous quand ils arrivent au port de Montréal. Alors, ils acceptent de venir travailler ici à Drummondville. À un certain moment, là, surtout pendant cette commande-là qu'ils ont remplie pour le gouvernement russe, ils ont eu jusqu'à 2500 employés qui travaillaient sur 3 quarts de travail, ça va de soi, à l'usine La Poudrière. Imaginez ce que ça a dû être pour Drummondville de l'époque. On a une petite ville qui a à peu près 2000-2500 habitants, là, quand on pense le Grand Drummondville. Et du jour au lendemain, vous accueillez autant de gens qui viennent travailler. Alors, si on avait effectivement 2500 employés, il y avait des familles qui gravitaient autour de ces ouvriers d'usine-là. Il y avait aussi des marchands qui pouvaient, pour les approvisionner. Alors, ça a dû faire une explosion absolument incroyable. Surtout quand on s'imagine que tout arrivait par chemin de fer. Tout arrivait par chemin de fer, pas par la rivière, elle n'était pas navigable. Des routes en 1915, 1916, en tout cas, c'était insignifiant qu'on avait comme réseau routier. Alors, ça devait bourdonner. Ça bourdonnait aussi dans les maisons parce qu'ils avaient construit, dès leur arrivée, 2 dortoirs qui accueillaient à peu près 200 personnes chaque dortoir. Mais ça, c'était les hommes qui arrivaient seuls. Mais les familles, ils devaient être logées. Puis ça, il y a vraiment eu une crise du logement, là, vraiment aiguë. Mais là, tout le monde prêtait main forte pour ce projet-là. Bon, au presbytère, compte tenu que le curé Tétrault avait lui-même les contacts avec
avec je dirais, les patrons américains. Alors, c'est lui qui hébergeait les patrons américains. Alors, imaginez-vous, là, hein, c'était sûrement pas des catholiques, puis il allait loger au presbytère. Ça devait un peu faire jaser les gens. Et dans les maisons, les travailleurs se relayaient. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient il y avait des travailleurs qui dormaient, 6 ou 7 travailleurs dans un petit logement où il y avait déjà probablement 4 ou 5 enfants, puis les parents. Alors, il y avait quand même 6 ou 7 travailleurs qui dormaient. Et quand eux se levaient pour aller travailler, il y en avait d'autres qui prenaient le lit puis qui dormaient. Alors, les femmes travaillaient 7 jours semaine à faire à manger, à nettoyer le linge, à entretenir l'appartement. Ça a été pour certains, je pense bien, assez lucratif. Ça leur a permis, pour certains, je sais, après la guerre, de s'acheter une maison, d'avoir amassé quelques économies. Mais c'était j'imagine, autant aussi pour les hommes qui allaient travailler à l'usine ou qui occupaient cependant pas les tâches, vraiment, les emplois dangereux. Parce que c'était vraiment dangereux, ça c'est un fait. On produisait d'abord ses propres acides qui servaient à la confection de la poudre à canon. Alors, ces acides-là étaient déposés, là, quand on circule sur le boulevard Saint-Joseph, on voit encore ce genre de colonne avec un support au-dessus de la colonne. Alors, on mettait les bacs d'acide sur ces colonnes-là parce que les émanations étaient tellement dangereuses. Ça brûlait là, les poumons instantanément si vous aviez le malheur de respirer ça. Les gens qui travaillaient d'ailleurs sur la ligne d'acide devaient porter des vêtements de caoutchouc parce que semble-t-il qu'immédiatement, les vêtements étaient perforés. Alors, il y avait des vêtements de caoutchouc spécialement fabriqués à cette fin-là. Il y a eu des accidents absolument morbides, entre autres des gens qui ont tombé dans le lac d'acide ou qui, un membre ou 2 membres, alors là c'était des blessures absolument sans issue, finalement, des gens qui restaient invalides pour le reste de leur vie s'ils survivaient. On avait aussi la partie où on fabriquait la poudre. Cette partie-là, ça explosait pour un rien. Alors, on avait pris la précaution que les chariots qui transportaient la matière première d'un hangar à l'autre pour chacune des étapes là, de la fabrication, ces chariots-là circulaient sur des rails, mais en bois. Alors, pour éviter que des étincelles puissent finalement engendrer un incendie ou une explosion. On avait aussi on avait un système des pompiers. Là, je peux vous dire que rapidement, ils pouvaient appliquer. Il y avait des réserves d'eau partout pour pouvoir éteindre les feux dès que ça s'annonçait. On sait qu'en 1916, ça a été l'accident qui vraiment là, a frappé la mémoire là, de tout le monde. Et tout compte fait, on entend toujours parler des centaines de morts et de blessés. Mais si on lit les journaux de l'époque, c'est la presse, la Tribune. Tous les jours, ils nous donnent le décompte des blessés dans les hôpitaux parce que les blessés ont été transportés dans un wagon jusqu'à Montréal puis ont été pris en charge par 3 hôpitaux différents. Et là, c'était des blessures très, très graves. Et presque tous les jours, là, pour une couple de semaines, ils nous font rapport des gens qui décèdent suite à ces blessures-là, puis finalement, ceux qui vont s'en sortir. Et tout compte fait, il y a seulement 13, mais c'est beaucoup, là, mais c'est quand même 13 décès, puis il y a 7 survivants. Je peux vous dire que le lendemain de l'explosion, déjà à New York, le New York Times parle de l'accident de Drummondville et décrit l'accident, puis assez fidèlement par rapport à ce qu'on peut lire à l'époque. La Aetna Chemical a connu cette première année-là, quand ils ont une commande pour le gouvernement russe. C'était nettement la meilleure année financièrement. Par la suite, on sait que là-bas, en Russie, le régime change. Alors là, ils ne reçoivent plus aucune demande du gouvernement russe. Puis je dois aussi ajouter qu'il y a eu le comte Spiridovski, qui a été ici toute l'année 1916 pour vérifier la qualité de la commande. Il fallait, bien sûr, il ne pouvait pas attendre rendu là-bas pour voir si la poudre était bonne ou moins bonne, bien qu'ici aussi, on avait un canon pour les tests balistiques, là, qui était fait sur place. Alors, lui, il était sur place pour approuver la marchandise avant qu'elle soit acheminée à la gare, puis au port d'Halifax, puis ensuite est expédiée en Russie. Alors, cette commande-là, ça a vraiment parti l'entreprise.
Ça a été une bonne année. Par la suite, là, les conflits ont commencé. Cette compagnie-là américaine a tenté d'avoir d'autres commandes par le gouvernement canadien. Et le gouvernement canadien, les contacts qu'ils avaient là-bas, en Europe, le type de poudre qui était utilisé, c'était pas celui qui était fait à Drummondville, en tout cas pas avec l'équipement qu'ils avaient et puis la technologie qu'ils utilisaient. Et la compagnie aux États-Unis a eu beaucoup de déboires financiers. Donc, ça allait qu'à un chaos. On avait des fois 6 mois, 1 an qui n'avaient pas, que c'était à peu près rien. Là, alors là, les ouvriers, il n'y avait pas à l'époque de ce qu'on appelle maintenant l'assurance chômage. Là. Alors, ils quittaient Drummondville. Puis, quand ça reprenait, il y en arrivait d'autres. Donc, il y avait un roulant assez fort au niveau de la main-d'œuvre. Et ça ferme, la fin de la guerre, c'est en novembre 18. Ils finissent d'écouler toute la matière première qu'ils ont et l'usine ferme définitivement en 1919. Puis à l'époque, il y a seulement 250 employés, là. Il n'y a presque plus personne. En janvier 1919, donc, la Aetna Chemical ferme définitivement ses portes. Mais un village était né, qu'on appellera Henri-Vassal, par la suite Saint-Simon, mais finalement que d'aucuns continueront à appeler le village de la Poudrière. À peu près au même moment où la Aetna Chemical ferme ses portes, une entreprise, la Southern Canada Power, s'était portée acquéreur des modestes installations électriques municipales, met en opération une nouvelle usine, plus moderne et de grande capacité. La compagnie avait de fortes ambitions, soit rien moins que fournir l'énergie à la plus grande partie possible du territoire des cantons de l'Est. Ces dirigeants avaient très vite reconnu tout le parti qu'ils pourraient tirer de l'énergie engendrée par les rapides Spicer. Lord ou Hemming, qui barrait la rivière aux environs de Drummondville. Ayant d'abord pensé produire de l'électricité à partir des vétustes et inefficaces installations existantes, il s'était très vite révisé et avait décidé d'élever sur les rapides Lord un premier barrage pour tenir les eaux et les détourner par un canal de dérivation vers une usine qu'il construisirent en 1918, là même où un vieux moulin à farine avait été construit au cours des années 1840. Sur cette même lancée, les dirigeants décidèrent dès 1923 de commencer la construction d'un second barrage quelques kilomètres en amont, sur les rapides Hemming. Après plus de 2 ans de travail incessant, cette deuxième centrale entra en opération en 1926 et devint la plus importante à jamais avoir été détenue par la compagnie. À partir de ce moment, la Southern Canada Power jouera un rôle déterminant dans l'histoire et l'évolution de Drummondville. En fait, les dirigeants de la Southern Canada Power ont très vite compris que le régime des crues et étiages de la rivière Saint-François ne leur permettrait pas de produire autant d'énergie électrique qu'ils auraient souhaité. Très vite, ils ont su qu'ils devraient acheter plutôt de l'énergie de la Shawinigan Water and Power, ce qui bien sûr signifiait une baisse assez importante de profit dans la mesure où l'énergie qu'ils achetaient leur coûtait plus cher que l'énergie qu'ils produisaient. Dès lors, leur politique fut toute tracée. Comme la fourniture d'énergie aux particuliers était plus rentable que la fourniture aux usines, ils chercheraient à attirer ici de l'industrie légère, mais à très forte demande de main-d'œuvre. Et tout naturellement, ils se sont tournés vers l'industrie textile. Et de leur bureau de Montréal, voire de New York, ils se sont mis à faire du démarchage et à aller chercher les dirigeants d'entreprises du textile pour les amener ici à Drummondville. Et dès 1919-1920, leur démarche a rapporté les dividendes escomptés. Tant et si bien d'ailleurs que de 1919 à 1926, Drummondville sera littéralement envahi par des usines de textiles. Ce sera d'abord la Butterfly Hosiery Company Limited, qui érigera sur le site des forges McDougall, désormais disparues, une manufacture botte soie pour dames. Puis en 1920, la Jenks Canadian Company ou Jenks Tire Fabric Company construira à son tour une usine où elle produira la toile entrant dans la fabrication des pneus.
Mesurant 40 mètres de largeur sur 177 de longueur, l'édifice sera alors le plus imposant à jamais avoir été érigé à Drummondville. Après quelques années, l'entreprise sera vendue à la Dominion Textile Incorporée, opérant dès lors sous le nom de Drummondville Cotton Company Limited, deviendra, lors de la Seconde Guerre mondiale, le plus gros manufacturier de ficelles et de cordes de coton et de lin de tout l'Empire britannique. Viendra ensuite en 1923 une entreprise de teinture des tissus, la Dominion Silk Dyeing Company, qui s'installera tout près de la Butterfly et sera ensuite rejointe par une société sœur vouée à la teinture de ces mêmes tissus. L'année suivante, c'est la Louis Russell Company, une entreprise spécialisée dans la fabrication de tissus de soie naturelle haut de gamme, qui construira à son tour une usine. Enfin, la dernière en lice, mais non la moindre, la Canadian Celanese Limited, achètera en 1926 pour 6 000 $ une vaste étendue de terrain d'une superficie totale de 69 hectares et commencera la construction au montant initial de 7 millions de dollars, une somme assez rondelette pour l'époque, d'une longue série de bâtisses diverses à structure d'acier et de béton armé. La Celanese, comme on l'appellera familièrement, abandonnera très vite la seule fabrication du fil d'acétate pour plutôt teindre et tisser elle-même ses propres tissus. De 1927 à 1935, le nombre de ses employés passera de 300 à 2500 et ne cessera d'augmenter par la suite jusque vers 1950. Que conclure de tout cela? Il est vrai de dire que Drummondville va connaître un essor à partir des années 1900, grâce surtout à l'arrivée du chemin de fer et au dynamisme de certaines entreprises locales. Cependant, c'est d'abord et avant tout l'arrivée de la Southern Canada Power qui va tout bouleverser. C'est la Southern, en effet, qui va donner à Drummondville sa structure industrielle sur laquelle la ville s'appuiera pendant de nombreuses années. La Southern, en effet, va faire venir ici de nombreuses usines de textiles, à un point tel d'ailleurs que Drummondville va bientôt mériter le surnom de ville de la soie et va voir sa population tripler de 1920 à 1930. À notre prochaine émission, nous verrons maintenant qu'est-ce que sera l'évolution de tout le secteur tertiaire, c'est-à-dire du commerce, des services, pendant la même période.
Nous avons pu montrer que le développement de l'industrie à Drummondville s'est fait à partir des années 1900. Et qui dit développement d'industrie dit également en parallèle développement du secteur tertiaire, c'est-à-dire du commerce et des services. L'émission d'aujourd'hui sera donc totalement consacrée au commerce et aux services, mais aura quelque chose qui revêt un aspect de nouveauté, c'est-à-dire que nous amorçons aujourd'hui même la première d'une série de chroniques animées par Brenda Lee Leblanc, archiviste à la Société d'histoire de Drummondville. Pour l'instant, suivons le chemin de fer et entrons à Drummondville. À chaque fois qu'un train entre en gare à Drummondville, nombreux sont les automobilistes qui pestent d'impatience de devoir lui céder la priorité au passage à niveau. Mais rares sont ceux de ces automobilistes qui prennent le temps de ces secondes ou de ces minutes d'attente pour se rappeler ou pour essayer de réfléchir sur le terrible accident survenu en 1928 au pont de la rivière Saint-François. Voyons-y de plus près. Chacun sait ici à Drummondville la furie et la puissance gigantesque des eaux qui dévalent les rapides Lord au moment des crues printanières. Or, en ce printemps de 1928, la débâcle avait été tellement forte que les glaces et les eaux avaient envahi très haut les berges et détruit à peu près tout sur leur passage. C'était le dimanche de Pâques 8 avril. Dans la nuit, les flots tumultueux, furieusement déchaînés, avaient emporté les remblais, supportant la voie à chaque extrémité du pont de chemin de fer. N'épargnant pas non plus les abords du pont des voitures qu'ils avaient aussi grugés en grande partie. Or voilà qu'en matinée, venant de Lévis et se dirigeant vers Montréal, un train, ayant à son bord 85 passagers et filant à quelques 70 km/h, fonça directement vers le trou béant qui s'ouvrait devant lui. La lourde locomotive n'arrêtant sa course folle qu'à l'instant même où elle vint heurter de plein fouet la culée du pont avant de verser sur le côté. Ne s'étant avisé qu'à la toute dernière minute de l'état de la voie, le conducteur a bien cherché à fermer la vapeur, à mettre les freins, voire à faire marche arrière. Mais rien n'y avait fait. Le convoi était inéluctablement venu s'abîmer dans le gouffre creusé par les flots, les wagons s'emboutissant les uns dans les autres dans un fracas épouvantable. Le spectaculaire accident fit plusieurs blessés, mais l'on eut heureusement à déplorer que quelques morts, dont celle du conducteur, celui-là même qui avait pourtant désespérément tout essayé pour éviter la catastrophe, une catastrophe qui restera longtemps gravée dans les mémoires et dans la pierre. Heureusement, l'histoire des chemins de fer à Drummondville de 1900 à 1930 n'a pas connu d'autres accidents terribles du genre. Au contraire, le chemin de fer va se développer tant dans le domaine du transport des marchandises que du transport des personnes. Et ce développement, bien sûr, va propulser Drummondville tout au long du 20e siècle. C'est en 1904-1905 que l'Intercolonial, qui, on l'a mentionné lors de la précédente émission, s'était porté acquéreur du réseau du Drummond County Railway, a construit une gare somme toute assez imposante pour l'époque, qui témoignait bien des espoirs que les autorités de l'entreprise avaient mis dans la croissance de Drummondville. Des espoirs d'ailleurs qu'entretiendront également les dirigeants du Canadian National Railway, quand une quinzaine d'années plus tard, ils mettront à leur tour la main sur ces installations. De leur côté, les dirigeants de la Canadian Pacific Railway avaient d'abord érigé une première gare sur la rue Hébert près du chemin Saint-Georges. Mais ils se raviseront en 1927 et construiront une nouvelle gare dans la Haute-Ville, près de la rue Lindsay, le long de la voie conduisant à la Butterfly et à la Dominion Silk. Mais revenons à la gare de l'Intercolonial. Il est de commune renommée que toute l'entreprise ferroviaire a, pendant de longues années, été un milieu où, à toutes fins utiles, il était interdit aux femmes de faire carrière. Or, prenons la peine d'entrer dans la gare. Nous allons y rencontrer l'archiviste Brenda Lee Leblanc, qui nous attend pour nous rappeler un fait susceptible d'ébranler certaines de nos certitudes. Eh oui,
Il y a eu des femmes dans le domaine du chemin de fer dans la région de Drummondville, plus précisément à Wickham. En 1884, le chef de gare de Wickham s'appelait James Timmons. Avec son épouse, il a eu 9 enfants, dont une petite fille qui est née en 1900, qu'ils ont appelée Alice. Elle était vraiment très petite, alors elle a eu le surnom de la petite Alice. La petite Alice aimait beaucoup suivre son père quand il partait travailler à la gare, si bien qu'à environ 12 ans, elle connaissait tous les rudiments du métier. Et lorsque son père a pris sa retraite en 1924, eh bien, le Canadien Pacifique a tout simplement décidé de lui offrir l'emploi. Alors, Alice Timmons, à 24 ans, devenait une femme chef de gare. Très particulier. Il n'y a pas beaucoup de femmes chefs de gare au Canada. Alice Timmons était une d'entre elles. Il semble bien d'ailleurs que de 1924 à 1967, Mme Timmons ait fait en quelque sorte un travail d'ambassadrice pour le Canadien Pacifique. Même que les autorités de la compagnie lui auraient offert à plusieurs reprises de la muter au siège social. Mais elle aurait toujours refusé, se disant trop éprise de la région de Wickham pour vouloir jamais la quitter. Tout un personnage que cette dame Alice Timmons. Même si l'on n'a pas affaire à prendre le train, la visite de l'intérieur de la gare ne manque pas d'intérêt. On y retrouve plusieurs traces de son architecture d'autrefois, et les murs de sa salle d'attente sont décorés d'une intéressante collection de photos anciennes, ce qui fait d'elle un mini-musée qu'il vaut vraiment la peine de visiter. Et si vous avez de la chance, peut-être que pendant votre visite, vous aurez, comme nous, l'occasion d'être abordé par l'agent responsable de la gare, qui aura peut-être alors d'autres choses à vous montrer et à vous apprendre. Excusez-moi de vous déranger. Je vois que vous êtes intéressé à des vieilles photos. On a ça qui est pas ici, là, une photo de travailleur là, de la voie. Ah, c'est merveilleux. C'est assez impressionnant, ça. Une excellente photo, ça. Oui, oui. Oui, absolument. Regarde. Sauvez-vous pas. Oui. Pendant que vous y êtes, j'aurais peut-être une ou deux questions à vous poser. Bien sûr, oui. Ici, est-ce que c'est une gare? Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Est-ce que c'est le CN ou c'est Via Rail? Bien, anciennement, c'était la gare de l'Intercolonial qui, par la suite, est devenue Canadien National. Puis, depuis 1978, elle appartient à Via Rail. Oh, oui, c'est précisément en 1978 que c'est passé à Via. Fin 78-79 que le transfert a eu lieu. Là. Si bien que la voie actuelle là, qui passe ici devant la gare, c'est la voie qui sert à la fois pour Via et pour CN, CN étant limité au convoi de marchandises. Exactement. Pour scanner de la voie, parce que vous mentionnez ça, oui. La voie, par contre, appartient toujours au Canadien National. Nous sommes locataires de la voie. Ah bon, parfait. Qui osera maintenant prétendre que le service n'est pas bon à la gare de Via Rail? Le train qui part va nous permettre, nous aussi, de quitter le monde du chemin de fer et de nous retrouver dans un tout autre décor, toujours en compagnie de Mme Leblanc, mais cette fois, pour la première de ses chroniques. Bonjour, bienvenue à la chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». Ce que nous souhaitons avec cette chronique, c'est vous sensibiliser à la connaissance et à la conservation de votre histoire familiale. Avec cette chronique, nous verrons comment se constitue un patrimoine familial, les différentes valeurs de ces objets, comment réaliser un inventaire, une enquête orale, les recherches historiques et généalogiques et comment naturellement conserver ces objets. Cette chronique est basée sur le volume de M. Paul Trépanier, Le patrimoine de ma famille, comment le reconnaître et bien le conserver. Vous pouvez vous procurer ce volume dans toutes les bonnes librairies. On peut débuter en se demandant qu'est-ce que le patrimoine? Bien, le mot patrimoine vient du latin patrimonium, qui signifie héritage du père. Ce sont donc des objets que l'on reçoit de nos ancêtres et qui transmettent la mémoire de la famille. Ce patrimoine, bien, c'est tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on amasse et tout ce qu'on compte remettre, offrir à nos descendants. Ces objets, on les transmet pour les souvenirs, pour la mémoire qu'ils transportent. Mais il arrive quelquefois qu'un objet soit transmis, mais pas les renseignements qui s'y rattachent. On peut voir à l'écran une photographie
qui a été transmise, qui a été remise à la Société d'histoire, mais il manque quelque chose, il manque l'information. Le nom des personnes qui sont à l'écran, qui sont ces personnes, le lieu. Alors, c'est les informations qui n'y manquent. Donc, cette photographie-là n'a plus autant de valeur. À la prochaine chronique, nous verrons les différentes valeurs de ces objets du patrimoine. De 1900 à 1930, sous l'interaction et l'effet combiné du développement du chemin de fer, de l'énergie hydroélectrique et des diverses industries, le commerce prend à Drummondville une tournure très intéressante. L'arrivée ici de nombreux travailleurs accompagnés de leurs familles fait que la ville grandit, que sa population et conséquemment l'occupation de son territoire se densifie. De son quadrilatère de départ où elle s'est d'abord confinée, Drummondville pousse toujours plus loin ses rues vers l'est et vers le sud-est, en direction du village Henri Vassal. Ainsi nommé en l'honneur du propriétaire de la scierie, qui s'en était d'ailleurs départi en 1908 au profit d'Alexandre Mercure, ce petit village, en effet, ne cesse de son côté de grandir, grâce un temps, d'abord et avant tout, à l'installation de la poudrerie de la Aetna Chemical, comme on l'a vu antérieurement. Extension vers l'est et le sud-est, mais aussi extension carrément vers le sud, avec l'implantation à partir des années 20 des grandes usines de textiles, ce qui donnera naissance au village de Saint-Joseph. Extension vers l'ouest enfin, grâce à la présence de la fonderie J.A. Gosselin Limitée et de sa vis-à-vis, la Walsh Plate and Structural Works Limitée, qui entraîne l'établissement de travailleurs sur les terres traversées par la voie ferrée du Canadien Pacifique et la route de Montréal, et par voie de conséquence, le développement du village Saint-Pierre. S'étant relevé non sans peine des incendies dévastateurs de la fin du 19e siècle, la vieille ville renaît et trace les grandes lignes de son développement futur. Ainsi apparaissent de nombreux commerces qui s'installent à travers la ville pour satisfaire les besoins grandissants d'une population qui ne cesse d'augmenter. Au début du 20e siècle, au moins 2 entreprises sont là depuis quelques années déjà. D'abord, le magasin général J.N. Turcotte, situé au coin des rues Hériote et Dupont. Fondée en 1880, cette entreprise avait déjà beaucoup aidé à faire de la rue Hériote la principale artère commerciale, en offrant sous un même toit aussi bien des laises de tissu que des vêtements prêt-à-porter, des ustensiles de cuisine que des instruments aratoires, des denrées alimentaires que des boissons enivrantes. Toujours au poste au début du 20e siècle, son propriétaire ne s'est pas laissé abattre par l'incendie de 1898 qui a ravagé son commerce. Non seulement l'a-t-il aussitôt reconstruit, mais encore n'hésite-t-il pas en 1915 à lui ajouter un étage. En 1928, la compagnie F.W. Woolworth achètera cet édifice qu'elle occupera jusqu'en 1961, soit jusqu'à ce qu'il soit à son tour la proie des flammes. En plus du magasin J.N. Turcotte, on compte aussi la Société de secours mutuel l'Union Saint-Joseph de Drummondville. Née le 29 décembre 1889, la Société mutuelle d'assurance sur la vie s'installera dès 1912 dans un nouvel édifice tout à fait fonctionnel pour l'époque, sis à l'intersection des rues Hériote et Wood. Et c'est de ce siège social qu'elle orchestrera son développement constant jusqu'à nos jours. Connaissant en cours d'évolution quelques modifications qui l'amentent à moderniser à la fois ses locaux administratifs et ses méthodes de gestion, la Société de secours mutuel deviendra en 1957 une compagnie mutuelle d'assurance qui opérera dès lors sous le nom de l'Union Vie. Mise sur pied par des Drummondvillois francophones, l'Union Vie est à ce jour la plus vieille entreprise commerciale de Drummondville. Plusieurs autres commerces fondés et administrés par des gens de la place font aussi leur apparition entre 1900 et 1930. Que ce soit sur la rue Hériote ou sur la rue Lindsay, ils ouvrent leurs portes l'un après l'autre à un rythme tel qu'il serait vain d'espérer tous les nommer. Par ailleurs, l'arrivée dans le décor de la voiture automobile, on en dénombrera 679 à Drummondville en 1931, crée de nouveaux points d'attrait, les stations de service et les ateliers de réparation. Au garage Watkins, et mon plaisir
se joindront bientôt les garages Pinard et Morel. L'ouverture de grands hôtels va évidemment de pair avec l'augmentation de tous les flux industriels et commerciaux. C'est l'hôtel Grand Central et l'hôtel Corona, tous deux situés le long de la rue Cockburn. Le premier à l'intersection de la rue Riott, le second à l'intersection de la rue Lindsay, drainent leur lot de clients. C'est d'abord et avant tout le manoir Drummond qui attire l'attention. Construit en 1907 par des gens d'affaires de Drummondville, l'hôtel se distingue en effet par sa taille relativement imposante, par ses deux tours d'angle asymétriques dominant le voisinage et par sa longue galerie à étages courant sur la façade. Pas surprenant qu'il devienne alors très vite le lieu de toutes les réunions mondaines ou d'affaires, comme on peut le voir sur cette photo prise en 1915. En 1924, la Southern Canada Power en devient actionnaire. La compagnie, en effet, considère comme très profitable de posséder, ne serait-ce qu'en partie, cet hôtel confortable et luxueux pour accueillir ici les dirigeants d'entreprise qu'elle veut convaincre de s'établir à Drummondville. Malheureusement, en août 1927, alors même que d'importants travaux de réaménagement venaient d'être achevés, un incendie réduira en cendres tous ces efforts de modernisation qui avaient vu notamment à pourvoir une bonne partie des chambres d'une salle de bain complète. Les dirigeants de la Southern Canada Power n'auront cependant pas trop de difficultés à convaincre les autres actionnaires de procéder à la reconstruction immédiate de l'hôtel. S'inspirant alors des normes les plus récentes de l'industrie hôtelière afin d'assurer à ses clients éventuels tout le confort requis, la compagnie construira un nouveau manoir Drummond qui ouvrira ses portes en mars de l'année suivante. Appelé à inaugurer officiellement l'établissement, le ministre de la Voirie de l'époque, emporté par l'enthousiasme et l'euphorie du moment, n'hésitera pas à proclamer qu'il s'agit de l'hôtel le plus magnifique du Canada, voire le plus moderne de tout le Dominion. Rien de moins. Certes, c'est là faire beaucoup d'honneur à un hôtel qui ne compte tout de même que 58 chambres. Néanmoins, le nouveau manoir Drummond mérite alors en bonne partie les louanges qui lui sont adressées. Car il semble bien qu'il soit, à ce moment-là, le premier hôtel de toute l'Amérique à posséder une cuisine tout à l'électricité. Un fait auquel la Southern Canada Power n'est évidemment pas étrangère, elle qui avait de grandes visées et qui ambitionnait même d'ajouter à l'arrière de l'hôtel un magnifique parc dont on peut voir ici un croquis d'artiste. Attirés ici par la croissance économique de la ville, les succursales de la Molson's Bank et de la Banque provinciale du Canada s'échangèrent un temps un peu comme au jeu de la chaise musicale, la location d'un même local au bas de la rue Riott, avant de chacune construire de fières succursales. Ce sera d'abord la Molson's Bank qui érigera en 1912, au pied de la montée de la rue Riott, face à la rue du Pont, un édifice qui voudra se donner une certaine allure de prestige. En réponse, en 1921, la Banque provinciale ira, elle, se percher un cran plus haut, soit au sommet de cette même montée, accentuant encore plus ce symbole de supériorité en donnant à son immeuble une façade aux lignes s'élançant vers le ciel. Entre-temps, entrant à son tour dans la danse, la Canadian Bank of Commerce aura trouvé l'occasion en 1918 de s'installer un peu plus haut encore sur la rue Riott, face à la place Saint-Frédéric, dans un édifice qu'elle occupe encore aujourd'hui. Pendant tout ce temps, bien sûr, on assiste également au développement constant des services gouvernementaux, tant au niveau municipal que provincial ou fédéral. Effectivement, les différentes administrations municipales qui se succèdent parviennent à moderniser les maigres infrastructures et équipements existants. Ainsi, on démolira la vieille bâtisse du marché public, qui jusque-là jouxtait l'église Saint-Frédéric, pour en construire une nouvelle à l'intersection des rues Hériot et Bérard. Aux brigades de pompiers, équipées de façon encore trop artisanale dans les premières années du 20e siècle, succédera graduellement un véritable service de protection contre les incendies, à qui l'on construit d'ailleurs juste à côté du nouveau marché, une caserne vraiment fonctionnelle, possédant enfin un camion digne de ce nom. À cette époque, des voix commencent à se faire entendre, qui expriment des doutes sur la solidité de l'édifice de briques construit au tout début des années 1860 sur la rue Riott, à l'intersection de la rue du Couvent, aujourd'hui la rue Marchand, soit dans la partie est de la place Saint-Frédéric actuelle. Occupé au rez-de-chaussée par le bureau d'enregistrement et à l'étage par le palais de justice,
Cette bâtisse sera quand même utilisée pendant plusieurs années encore, puisqu'elle ne sera démolie qu'à la toute fin de l'année 1958. Un édifice qui fait alors la fierté de toute la population est le très joli bureau de poste, érigé en 1900 non loin des églises, du bureau d'enregistrement et du magasin J.N. Turcotte. Du sommet de la colline, entre les rues Hériot et Brock, d'où il domine toute la ville basse, c'est tout près de lui qu'il attirera bientôt le manoir Drummond et les principales institutions bancaires. Enfin, c'est en décembre 1910 que la ville peut bénéficier de son premier hôpital. Ce dernier, pris en charge par la communauté des Sœurs Grises de la Charité, attachée à l'Hôtel-Dieu de Nicolette, est d'abord aménagé plus ou moins temporairement dans l'édifice jusqu'alors occupé par l'Hôtel Corona, où il accueille ses premiers pensionnaires. Immédiatement baptisé du nom d'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville, il sera tout autant hospice qu'hôpital et, de ce fait, s'avérera très vite trop exigu. Dès 1915, on le déménagera dans l'ancien couvent des Sœurs de la Présentation, situé à l'intersection des rues Brock et du Couvent, endroit aujourd'hui occupé par un parc de stationnement. 12 ans plus tard, soit en mars 1927, il faudra à nouveau déménager, mais cette fois dans une bâtisse que l'on érigera juste à côté. On en profitera alors pour vouer le vieux couvent spécifiquement à un rôle d'hospice et de foyer d'accueil pour les pauvres et les orphelins, alors que l'on réservera aux seuls soins hospitaliers les locaux du nouvel édifice, auquel il faudra d'ailleurs, dès 1930, ajouter une première annexe. Il est maintenant temps de cesser cette énumération pour plutôt mentionner que la Société d'histoire de Drummondville a justement publié en 1999, à l'intention des touristes, mais également de tous les citoyens désireux de mieux connaître leur ville, le dépliant Souvenance, qui décrit avec photocouleur à l'appui un circuit patrimonial permettant de repérer sur place les premiers édifices et lieux de mémoire du centre-ville. Le prochain est ici. Qu'est-ce qui est marqué sur le dépliant? Bien, ça, c'est un ancien manoir à Drummondville. Puis, ils ont comme rénové ça, on dirait. Ça a bien changé, hein? Caroline. Ouais. Puis, l'ancien hôtel manoir Drummond... Tracé en boucle, avec comme point de départ et d'arrivée la place Saint-Frédéric, le circuit permet de découvrir à pied, au propre rythme de celui et celle qui l'emprunte, le berceau de la ville, de même que les installations hydroélectriques, les îles et les rives de la Saint-François. C'est l'ancien manoir Drummond. C'est rendu comme une maison de retraités, on dirait. Des colonnes puis des pilastres. Ça a le style néoclassique. C'est spécial, hein? Ouais. On va-tu voir l'autre à côté? Ouais. C'est quoi l'autre? L'autre, ils disent que c'est une délicate survivance du passé. Ça date de 1917, franchement. C'est encore plus vieux que l'autre à côté? Ouais, c'est une maison. On dit que ça a le style Queen Anne d'origine. C'est à cause de ses tourelles en carré. On le voit, en plus d'indiquer la date de construction, le dépliant pointe les principaux traits décoratifs et architecturaux des quelques édifices ayant conservé un intérêt patrimonial certain. Le secteur tertiaire, c'est-à-dire le commerce et les services, s'est beaucoup développé, on vient de le voir, à Drummondville de 1900 à 1930. Évidemment, ce développement ne se fera pas sans de grands bouleversements sociaux
Et ce sont effectivement ces bouleversements sociaux que nous envisagerons plus précisément lors de la prochaine émission. Ce qui nous mènera entre autres à voir quel est le genre de construction domiciliaire qui va s'établir un peu partout dans Drummondville et les distinctions entre les diverses classes sociales. Alors c'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Lors des dernières semaines, nous avons vu Drummondville sortir enfin de l'ombre et devenir une ville industrielle de moyenne importance au Québec. Cette industrialisation va entraîner, bien sûr, l'arrivée massive d'ouvriers et le développement consécutif du commerce. Et comme l'on pense bien, tous ces changements vont entraîner de profonds bouleversements à travers les rues de la ville, de cette petite ville qui, en 1900, avait de la difficulté à sortir le nez de l'eau. C'est de ces transformations dont nous allons parler au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et nous ne manquerons pas, bien sûr, d'inviter chemin faisant Brenda Lee Leblanc à nous livrer la deuxième chronique de sa série « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». Nous sommes aujourd'hui à la 4e émission et nous avons pensé qu'il serait intéressant de vous la présenter à partir de la régie de production de Cogeco. Ça fait donc depuis le tout début que derrière la caméra, il y a un bonhomme qui s'appelle Robert Gay et qui est là depuis justement la toute première séquence qu'on a tournée et qui sera jusqu'à la toute fin de l'émission et sur la tech repose. Alors, Robert, vous êtes prêt? On y va. À quoi pouvait bien ressembler Drummondville au cours des premières décennies du 20e siècle? De 1900 à 1930, la population de Drummondville augmente considérablement, soit, en gros, de 2 000 à 12 000 habitants. Mais attention, cette augmentation est pour l'agglomération drummondvilloise. En fait, la ville même de Drummondville serait plutôt passée de 1 450 à 6 600 habitants et aurait compté, selon certaines sources, 1 725 personnes en 1911, 2 850 en 1921 et 6 600 en 1931. Quoi qu'il en soit, retenons que quand on dit que Drummondville est passé de 2 000 à 12 000 habitants de 1900 à 1930, on parle alors en fait du Grand Drummondville. Au tournant du siècle, les trottoirs, quand il y en a, sont de bois, lesquels ont la particularité de se détériorer assez rapidement, de conserver plus ou moins longtemps leur alignement et leur nivellement d'origine, mais aussi de pouvoir être parfois déplacés par les hommes politiques au gré des circonstances et de leurs intérêts.
Une chronique de l'époque, d'ailleurs, fait état de ce trottoir de la rue Hemming qu'un conseiller municipal président de la voirie a fait déplacer sur la rue Riot pour rendre service à son neveu, qui préférait marcher sur le sec pour se rendre travailler aux forges McDougall. Les citoyens du village Henri Vassal, qui ont ainsi vu leur trottoir leur être subtilisé, n'ont pas du tout apprécié. Ils ont tempêté, protesté et exigé que le trottoir soit reconstruit à son endroit d'origine. Les rues étaient faites de crasse de mine, résidus de fonte du minerai de les forges McDougall, que l'on incorporait au sable de la chaussée, au grand dents des piétons et surtout des chevaux. Il était même permis aux citoyens, entendre par là que les autorités fermaient les yeux, d'y combler les trous avec leurs déchets de cour, de jardins et de hangars, pourvu qu'il ne s'y trouve pas de clous. Puis à partir des années 1905-1910, tout commence à changer. En 1906, ce sont les trottoirs de béton, ce que les élégantes de l'époque ont sans doute été les premières à apprécier. En 1908, c'est le premier véritable système d'égout au centre-ville. Ce qui vaudra sans doute aux citoyens de devoir pour un temps vivre le meilleur et le pire, soit avoir des beaux trottoirs tout neufs, mais des rues en fort piteux état. En 1911, c'est l'ouverture de la rue Lindsay, de la rue des Forges jusqu'à la rue de l'Avenir, le boulevard Mercure actuel. En 1915, c'est le premier pavage des rues du centre-ville avec du macadam. Cela correspond bien sûr à l'augmentation de la circulation urbaine, mais aussi à l'arrivée de plus en plus envahissante de la voiture automobile. On en compte 679 en 1931, on l'a déjà mentionné. On n'a plus le choix, il faut aplanir les bosses. En 1920, c'est un règlement municipal stipulant que 2 arbres devront être plantés de front, en front de chaque lot longeant les rues. Ce seul règlement vaudra à Drummondville de bénéficier pendant longtemps de belles rues ombragées, bordées d'arbres magnifiques, que l'on a à peu près tous coupés par la suite au fil des ans. Et de nombreuses autres améliorations suivront tout au long de la période, si bien que les rues de Drummondville changent totalement d'allure. Mais que diriez-vous d'aller faire un tour dans les rues de 1910-1920? Par la magie de la télévision et le jumelage des anciennes photographies, nous allons pouvoir faire des séquences qu'on pourrait appeler séquences aujourd'hui-hier, c'est-à-dire qu'on va partir du temps présent et on va retourner très loin dans le temps, c'est-à-dire jusqu'aux années 1910-1920. Alors ça devrait nous permettre pendant environ 2 minutes de nous retrouver en plein centre-ville aux années concernées. Alors on y va? Notre périple qui part d'un point situé à la hauteur de la place Saint-Frédéric va d'abord permettre de descendre la rue Riot jusqu'à l'intersection de la rue Saint-Georges et de jeter un coup d'œil, chemin faisant, aux rues Cockburn et Loring. Voici ce qu'aurait été notre point de départ vers 1910-1915. On remarque évidemment sur la gauche le joli bureau de poste. Descendons un peu la rue. La voiture est garée devant une pharmacie, le nouvel édifice de la Molson's Bank lui servant d'arrière-plan. L'édifice en briques rouges avec sa grande horloge sur la droite occupe précisément l'endroit où s'élevait le magasin général de M. J.N. Turcotte, que l'on distingue ici très bien. Au pied de la pente de la rue Riot, face à l'intersection de la rue Dupont, l'activité est de nos jours assez intense, ce qui assurément était loin d'être le cas vers 1910. À l'intersection de la rue Cockburn, cette fois, il nous est beaucoup plus loisible de comparer la circulation d'aujourd'hui à celle d'hier. Retournons-nous pour regarder dans la direction d'où l'on vient. Vous ne voyez pas le clocher de l'église? Il doit pourtant être bien là. Plus aucun arbre aujourd'hui sur la rue Loring. Alors que dans les années 1910, un nouveau regard sur la rue Riot,
où les enfants d'aujourd'hui ne pourraient manifestement pas deviser en toute quiétude comme autrefois. Nous sommes maintenant à l'extrémité nord de la rue Hériote, à l'intersection de la rue Saint-Georges que nous regardons. Seule la maison tout à fait à gauche sur la photo est toujours là de nos jours. Par la rue Saint-Georges, rejoignons la rue Lindsay, que nous remontons non sans regarder à 2 reprises derrière nous, soit d'abord à l'intersection de la rue Loring, puis à celle très fréquentée aujourd'hui de la rue Marchand. Une rue Lindsay de belle largeur, toute bordée d'arbres elle aussi, et qu'on tracera plus large encore dans son prolongement qui l'amènera de la rue des Forges à la route de l'Avenir, futur boulevard Mercure. Notre périple tirant à sa fin, revenons à la rue Marchand. Cette voie qui a non seulement changé d'aspect, mais a également changé de nom, rue Marchand aujourd'hui, elle était hier rue du Couvent, nous permet de boucler la boucle de notre tour de ville, et donc de nous retrouver à notre point de départ, la place Saint-Frédéric, où naguère trônait le bureau d'enregistrement et auprès de laquelle le bureau de poste a longtemps monté la garde. Bonjour, bienvenue à la chronique La meilleure histoire, c'est la vôtre. Cette semaine, la valeur des objets du patrimoine. Souvent, les objets qui nous sont transmis par nos ancêtres ont une valeur sentimentale. Mais ils n'ont pas qu'une valeur sentimentale, ils ont d'autres valeurs. Une des valeurs, la valeur d'âge. Plus un objet est ancien, plus il a de valeur. Et souvent aussi, plus il est rare. Il y a aussi la valeur historique. La valeur historique, c'est une valeur qui peut transmettre l'histoire d'un peuple, ça peut être un symbole, mais la valeur historique peut aussi être attachée à un personnage historique. Alors, un objet bien ordinaire, disons comme une petite bouteille de pilule, si elle a appartenu à un personnage célèbre, peut avoir une valeur historique. Il y a quelques mois, aux États-Unis, une bouteille de pilule ayant appartenu à Elvis Presley s'est vendue plusieurs milliers de dollars. Alors, une valeur historique. Une autre valeur, la valeur d'usage. La valeur d'usage peut se rapporter aux objets de tous les jours, la vaisselle, toutes sortes d'objets qu'on peut utiliser au quotidien. Alors, ces objets-là ont une valeur d'usage. Il y a aussi une valeur d'art. Alors, une valeur qui se rapporte à un courant stylistique ou à la manière de faire d'un artiste. Alors, un objet ici a une valeur d'art. La dernière valeur, mais non la moindre, la valeur marchande. Alors, la valeur du marché d'art et du marché des collectionneurs. Les objets de nos ancêtres, il y en a quelques-uns qui nous parviennent, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont perdus, jetés, volés, oubliés, vendus à des collectionneurs ou dans des musées. Donc, il y a certains musées au Québec qui se retrouvent avec des objets qui proviennent peut-être de vos ancêtres à vous. Donc, pour cet objet, le lien d'origine a été brisé. On ne sait pas d'où provient l'objet. On ne connaît pas non plus le contexte qui pourrait mettre en valeur cet objet-là. Un petit exemple, ma grand-mère avait 19 enfants et donc elle faisait le lavage quand même assez souvent et elle ramassait les boîtes de savon. Elle découpait ces boîtes et en envoyait, quand elle en avait plusieurs, elle en envoyait à une compagnie qui lui renvoyait une assiette. Elle a pu ainsi se construire tout un set de vaisselle. Donc, l'information d'où provient, de comment elle s'est procurée cette assiette-là, met en contexte, donne de la valeur à l'objet lui-même. Lors de la prochaine chronique, nous verrons comment faire l'inventaire de nos objets du patrimoine.
Dans ce Drummondville en train de devenir une ville industrielle, l'apparence et la nature même de l'habitat urbain se modifiaient profondément. Aussi faut-il rappeler qu'il avait existé ou existait quand même toujours quelques rares maisons bourgeoises. Si peu nombreuses d'ailleurs, il vaut ici la peine d'en évoquer quelques-unes, 5 en fait, qui ont été ou sont encore des repères dans l'histoire de l'architecture domestique à Drummondville. Laissons aux historiennes Marie-Paule Labrec et Yolande Allard le soin de nous les faire mieux connaître. Nous visiterons dans l'ordre d'abord 2 grandes disparues, Grantham Hall et la maison Hemming, puis la maison Kaya, la maison Mitchell et la maison Watts. Écoutons Madame Marie-Paule Labrec. Grantham Hall est certainement l'édifice de prestige que nous avons eu à Drummondville et il a été construit par la famille Watts. Mais cet édifice est construit sur le site de la demeure de Georges-Frédéric Hériot qu'il avait baptisé tout simplement Comfort Cottage. Alors, le style de ce manoir est très en vogue à ce moment-là et bien sûr qu'il est inspiré des grandes résidences néoclassiques d'Angleterre. Et en général, il se trouve dans de grands parcs et on remarque aussi qu'à Drummondville, on va installer cette demeure remarquable, on va l'installer en dehors des limites du village. Alors, il n'est pas sur une rue, il est dans un rang, tout simplement, mais à proximité de la ville. Et malheureusement, nous allons perdre cette belle construction dans un incendie. Et le manoir était entouré de jardins, de terrasses. Il surplombait la rivière Saint-François, ce qui en faisait un site de choix. Nous arrivons avec la maison Hemming dans une toute autre période de style d'architecture. Nous sommes vraiment dans la période victorienne. On le remarque par le volume de la maison et surtout par cette tour qui est prenante à la façade et qui est un symbole d'autorité. Ces maisons imposantes, nous allons en voir d'autres par la suite, sont caractéristiques. À ce moment-là, il n'était pas exclu de faire savoir qu'on était un personnage de valeur, un personnage d'autorité, et l'architecture de la demeure le reflétait. On voit aussi par le toit, qui est un rappel peut-être d'influence française, toit à la mansarde, et cette maison est demeurée pendant longtemps un des beaux points de repère dans la ville de Drummondville. La résidence de Edward John Hemming, construite en 1858, est devenue en 1906 propriété de la communauté des Frères de la Charité, qui avait été appelée à venir fonder ici un collège pour garçons. Elle jouxtera alors pendant de nombreuses années le collège Saint-Frédéric. Quant à Grantham Hall, qui, comme Mme Labrec l'a souligné, fut certes la résidence de prestige de Drummondville, elle s'élevait pratiquement à l'intersection des rues Gall et des Lilas d'aujourd'hui. Après son incendie en 1922, ses ruines restèrent apparentes au moins jusqu'à la fin des années 40. Il subsiste heureusement encore 2 magnifiques exemples des résidences de la fin du siècle dernier, tous 2 situés en plein centre-ville. Il s'agit de la maison Kaya, sur la rue Brock, près de l'église Saint-Frédéric, et de la maison Mitchell, sise à l'intersection des rues Saint-Georges et Newton. Recourons à nouveau à Mme Labrec pour nous les replacer dans leur contexte historique. D'abord, la maison Kaya. Cette maison est encore de la période victorienne et elle est placée bien en évidence sur un petit promontoire. Nous remarquons que cette maison également présente ce décrochement de la façade qui lui donne beaucoup d'autorité et surtout le décor. Le décor est typiquement victorien. On se fiait souvent sur des cahiers de modèles qui circulaient et ça lui donne une valeur supplémentaire. Maintenant, il faut se rappeler que cette maison était
complété par un parc très bien aménagé et qui se rendait jusqu'à la rue Lindsay, de la rue Brock à la rue Lindsay, et où on retrouvait des plates-bandes de fleurs, des arbustes, une petite fontaine centrale. Et à Drummondville, ce phénomène remonte probablement à M. Thomas Shepard, qui était un ancien marchand de bois riche qui avait perdu sa fortune, venu s'établir à Drummondville. Il était membre de la famille Watts. Et il avait construit ce que nous avons toujours appelé le Château Cook. Et de ce côté de la rivière, il avait fait un jardin merveilleux. Et je pense que ça a donné l'impulsion à tous ces superbes parterres qu'on retrouvait à travers la ville de Drummondville. La seconde demeure de style victorien, toujours bien présente à Drummondville, est la maison Mitchell, qui pourtant a tout d'abord connu un début d'existence quelque peu éprouvant. Cette imposante maison qui est construite en bois, couverte en déclin de bois, dans le genre qui était beaucoup utilisé dans ces années-là, à la fin de la période victorienne. Et nous avons maintenant seulement des photographies, puisqu'elle a été détruite par un incendie en 1893. Tout de suite, elle a été reconstruite, mais cette fois en briques. Cette luxueuse maison, couverte d'ardoise et avec également une ornementation de bois travaillé, est assortie de dépendances importantes. Tout près, on peut voir les écuries qui pouvaient loger jusqu'à 7 chevaux et des hangars pour recevoir des voitures pour l'été, pour l'hiver. Ensuite, cet immense parterre qui prenait tout de suite à côté de la maison et qui se rendait jusqu'à la rue Brock, et où on remarquait de la même façon un jardin français très bien délimité, aussi une fontaine et un petit kiosque qui abritait une source. Et tout cet ensemble était vraiment de grande tenue. Trop discrète sans doute, Madame Labrec n'a peut-être pas osé jeter un regard à la décoration intérieure de la maison Mitchell. Mais nous allons nous le permettre, par le truchement de 4 photos présentées en séquence. C'est, vous le constaterez, une indiscrétion qui en vaut la peine. Il existe également, disséminées aux 4 coins de la ville, quelques maisons de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, qui sont aujourd'hui considérées comme moins imposantes peut-être, mais qui, au temps de leur construction, ne manquaient pas de caractère. Or, il en est une située au centre-ville, pratiquement en plein cœur de ce qui fut le périmètre initial de l'établissement fondé en 1815 par Hériot, qui vaut, comme c'est souvent le cas, tout autant par l'histoire des familles qui l'ont habité que par son architecture. Une évaluation qu'endosse d'ailleurs l'historienne Yolande Allard. La maison Watt est construite en 1881. Elle n'est pas la seule à arriver dans le paysage de Drummondville. Il y a quelques belles maisons bourgeoises qui sont construites au début de la décennie 1880. Parce qu'on assiste à l'ouverture des forges de Drummondville. Alors là, il y a vraiment... L'économie est un peu plus florissante. Alors, il y a quelques belles maisons qui se construisent. C'est William John Watts qui construit cette résidence-là à l'occasion de son mariage avec veuve Ployart, qui, de son nom de naissance, est une Miller, Mary Louisa Miller. Il construit cette maison-là sur 2 lots. M. Watts a réservé, parce qu'en 2 lots contigus, donc la moitié du quadrilatère qui fait maintenant Hériot, Loring, Brock et Saint-Georges. Donc la moitié de ce quadrilatère-là est occupé par la maison et les jardins. M. Watts est député à l'Assemblée législative de Drummond-Arthabasca et il est aussi le maire de Drummondville. M. Watts est aussi un homme riche parce qu'il est un des héritiers de la succession du fondateur de Drummondville, Frédéric-Georges Hériot. Il habite la maison jusqu'au début de 1900. Alors, il déménage à Montréal et la maison, par la suite, est occupée par la famille du docteur Béliveau. Le docteur Béliveau est bien connu parce que, d'abord, c'était un homme assez
C'était un artiste puis un homme très original. Alors, le docteur Béliveau avait été invité par le curé Tétrault pour venir fonder l'hôpital de Drummondville. Et puis, il y aura 14 enfants, et dont 4 vont naître dans la maison Watts. Disons qu'on pourrait l'appeler Watts-Béliveau à cette époque-là. Il habite là seulement 4 ou 5 ans. Et par la suite, en 1922, là, c'est la famille Pinard qui s'installe dans la maison. Ils sont là pendant 55 ans. Alors, c'est pour ça que je pense que souvent, on entend parler de la maison Watts-Pinard, évidemment, parce que les Pinard ont été là pendant 55 ans. Et la famille Pinard, ils ont aussi une belle famille, 12 enfants qui ont été élevés dans cette maison-là. Si on revient un petit peu aux origines de la maison, Monsieur Watts avait aménagé un très grand jardin derrière la maison ou à proximité de la maison. Il y avait une pergola avec des vignes qui supportaient des vignes. Il y avait un jardin potager. Il y avait des fleurs en quantité, des pommiers. Et Mme Ernestine Charland-Rajot rappelle que finalement, les pommes disparaissaient plus vite que normalement. Et le jardinier avait pensé, il avait appliqué un produit, là, il avait répandu un produit sur les pommes qui était appelé à faire vomir ceux qui mangeaient des pommes. Alors, si le fils Watts, qui a prévenu ses copains pour dire, bien, si vous mangez des pommes, lavez-les comme il faut pour être bien certain qu'il vous arrive rien. Alors, les voleurs n'avaient pas été démasqués. C'est une anecdote assez intéressante de Mme Charland-Rajot. Les caractéristiques architecturales de la maison Watts, on peut dire que c'est une maison canadienne à l'UQAM, comme on en voit beaucoup d'autres. Avec un grand larmier pour protéger là, les murs tant de la pluie que de la neige. En fait, elle a conservé, je dirais, à peu près toutes ses caractéristiques d'origine. En tout cas, si on en juge par les quelques photos qu'on a de la maison début 20e siècle. Au chapitre des maisons bourgeoises, l'on s'en voudrait de ne pas mentionner le très bel ensemble de résidences érigé par la Canadian Celanese en 1926. Dès leur arrivée à Drummondville, en effet, les dirigeants ont voulu offrir au cadre de l'entreprise un environnement typiquement anglo-saxon, donc reproduisant presque à l'identique les banlieues cossues d'Angleterre ou des États-Unis. Le carré Celanese est un charmant petit secteur de la ville qui, même après avoir francisé son appellation, s'acharne toujours aujourd'hui à conserver au mieux son caractère original d'hier. Mais quittons l'univers des patrons pour migrer vers celui de leurs employés, c'est-à-dire là même où l'habitat urbain sera le plus profondément modifié. En effet, l'afflux de travailleurs venus de partout va engendrer un énorme problème de logement auquel le conseil municipal va devoir de toute urgence trouver des solutions. Dans les années 1920, en effet, celui-ci doit se lancer à coups d'emprunts de plusieurs centaines de milliers de dollars dans la réalisation d'un vaste programme prévoyant dès le départ la construction de plus de 100 logements. En quelques années, les rues Brock, Dorion, Saint-Jean, Dumoulin, Duncan, Saint-François et autres se bordent en tout ou en partie d'un nombre considérable de maisons de briques rouges, toutes construites à partir d'un même plan de base, rectangulaire et simple, qui laisse suffisamment de place, au fond de chaque terrain, à la culture d'un petit jardin. Mais surtout, la ville verra pousser sur ses flancs est, sud et ouest des faubourgs ouvriers qui croîtront dans les parages des nouvelles usines. Nous observerons lors d'une émission ultérieure et de façon plus détaillée certaines caractéristiques de cette croissance fulgurante. Logements ouvriers, grandes maisons bourgeoises, rues pavées, trottoirs de béton qui, eux, désormais resteront bien en place. Drummondville est vraiment lancé sur la voie du progrès et s'étend dans tous les azimuts. Drummondville, la ville de la soie. Drummondville, effectivement, est une ville qui va passer en une trentaine d'années de 2000 à 12 000 habitants. Ville de la soie, joli surnom, mais qui cache cependant une dure réalité. En effet, Drummondville devra bientôt songer à la diversification industrielle, car il y a danger qu'elle devienne trop dépendante du textile.